Changement. L'émission qui s'intéresse au décalage, aux transitions, aux accélérations et aux retournements de situation qu'effectue le monde du sport face à la révolution écologique. Une production radio-anthropocène de Florian Fontpéry. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Florian Fontpéry et je vous retrouve pour cette toute nouvelle émission sur Radio Anthropocène, Changement. Alors Changement, c'est l'émission qui s'intéresse au décalage, aux transitions, aux accélérations et au retournement de situation qu'effectue le monde du sport face à un monde en changement. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mélissa Jarard, directrice du CROSS, le comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Mélissa. Bonjour Florian et bonjour à tous les auditeurs. On est en début d'année, alors je ne sais pas à quel moment vous allez nous écouter, mais je vous souhaite en tout cas une belle année 2025. Et oui, on est en tout début d'année, ça devrait être diffusé courant janvier. Cette émission sera diffusée courant janvier. Donc bonne année à toutes et à tous sur les ondes de Radio Anthropocène. Donc merci beaucoup Mélissa d'être avec nous. Alors on va découvrir ensemble le rôle du CROSS, ses actions, et on va plus particulièrement s'intéresser à la vie des associations sportives et essayer de comprendre comment notre société, de plus en plus individualiste et consumériste, met à mal ces organisations. Alors déjà pour commencer, tout simplement, le CROSS, c'est quoi exactement ? Le CROSS. Alors le comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes, donc on est une association loi 1901. Et j'aime à dire qu'on est un peu les délégués classes du mouvement sportif sur notre belle région. Si vous êtes un peu sportif ou sportive, vous avez peut-être l'occasion d'adhérer à un club, donc d'avoir une licence sportive. Et pour en faire un peu plus simple, nous, on fédère les ligues et les comités régionaux sportifs auxquels vous avez à un moment donné peut-être adhéré au travers d'un club. Donc on connaît souvent le CIO, on vient de passer un bel été olympien et paralympien. Donc nous, on n'organise pas du tout les Jeux olympiques, on est là avant, pendant et après. Mais notre rôle, c'est vraiment de structurer et professionnaliser ces instances sportives à l'échelle régionale dans leur développement d'une manière générale. Et alors ça se passe comment ce rôle d'accompagnement des clubs de sport ? Alors nous, on va opérer sur 4 pôles. On a un premier pôle, vraiment c'est notre cœur de métier autour de la professionnalisation et de l'emploi. Donc on porte un organisme de formation qui s'appelle Sport Propulse Formation, et l'idée c'est de faire monter en compétence le mouvement sportif d'une manière globale sur la gestion associative. Donc du coup on propose des temps de formation autour de la communication, du management, des finances, c'est assez divers et varié, et on fait monter en compétence des salariés du mouvement sportif et des bénévoles. Voilà. Donc ça c'est un premier axe. Je tiens à préciser que tout ce qui est du champ du sportif, ce n'est pas nous, ce sont les experts des disciplines, les fédérations qui vont proposer des formations pour devoir devenir arbitre, entraîneur, etc. Nous, on s'occupe un peu du reste. Okay. Et quand on parle de sport, du coup, de quel sport on parle exactement ? Alors, nous, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, on fédère aujourd'hui 93 disciplines sur notre territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on a des disciplines olympiques, on a pu voir le tir à l'arc qui a brillé notamment cet été, mais aussi des disciplines non olympiques, des fédérations scolaires, affinitaires, multisports. Donc ça fait tout ça 93 sports. Il faut presque demander plutôt quel sport fait pas partie du CROSS. Ouais, presque. Alors j'allais dire, on fait aussi par rapport à notre territoire. Actuellement, on n'a pas de fédération française de surf qui est adhérent chez nous parce qu'on est plutôt entouré de montagnes. Ouais. Mais oui, 93 disciplines, ça va du taekwondo à l'escrime, à l'UFOLEP, à l'UNSS. L'UFOLEP, ouais. L'UFOLEP, c'est une fédération multisport qui a son projet associatif beaucoup axé sur le sport pour tous. Voilà. D'accord, ok. Alors, quand on parle de club amateur, on parle évidemment d'associations. Et comme chacun le sait, les associations, elles vivent grâce à des bénévoles. Et donc, quand on discutait un petit peu pour préparer cette émission, tu constatais que ces clubs, ils ont une difficulté qui est grandissante pour trouver des bénévoles. Comment est-ce qu'on explique cette tendance ?
Ouais, alors c'est vrai que aujourd'hui le tissu associatif, que ça soit sportif ou pas, hein, dans le champ de la culture, de l'éducation populaire, il existe grâce à la gouvernance qui est aujourd'hui portée par des bénévoles. Et aujourd'hui, on se rend compte que la mobilisation et la fidélisation des bénévoles devient en fait un sujet problématique au sein des structures sportives, parce qu'il y a déjà la notion de responsabilité et d'engagement qui a changé. Être un président de club, c'est plus tenir la buvette comme il y a 50 ans, et pourtant c'est aussi ça qui motivait certains bénévoles, c'était de faire vivre son petit club ou sa petite structure sportive. Et aujourd'hui, on demande aux clubs, aux comités, aux ligues d'être de plus en plus structurés, professionnalisés. Donc ça passe aussi par la fonction employeur. Et ça peut un peu effrayer, parce que un bénévole, il vient parce qu'il est fan de handball, je dis n'importe quoi. Et lui, c'était quoi au début? C'était de faire de son club un club de handball avec des compétiteurs, être performant sur le plan des compétitions régionales, nationales. Et aujourd'hui, on lui demande, en plus de ça, d'être un vrai acteur de société. Donc du coup, d'être employeur, parce que maintenant, il y a des clubs qui ont des salariés. Puis on lui demande aussi de s'inscrire dans une politique peut-être sportive de territoire en ayant un rôle de société, d'inclusion, etc. Donc du coup, on constate qu'il y a de plus en plus de bénévoles qui ont peur, parce qu'ils n'ont pas forcément la compétence et qui disent « Ah non, mais moi, je ne sais pas faire ça », soit qu'ils ne trouvent plus l'intérêt de mobiliser, en tout cas du temps, pour des missions qui ne sont pas vraiment sportives. Et ça, tu dois être en prise au quotidien, justement, vu que le cross s'intéresse et s'attache à ces missions de formation, plus sur le volet professionnalisant et de gestion administrative des clubs que sportif, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Toi, c'est quelque chose, avec les bénévoles, que tu ressens au quotidien? Ouais, et puis alors, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même essayé d'être un peu précurseur sur ça. Donc, on a su proposer des temps de formation sur la fidélisation et revaloriser le bénévole. Donc là, on a des structures sportives qui viennent pour pouvoir s'alimenter et avoir des méthodes, des réponses, des plans d'action pour pouvoir opérer après sur le terrain. Et puis après, on a aussi je pense une volonté politique sportive de répondre à ça. Il y a par exemple le conseil régional qui a mené depuis l'année dernière un temps de valorisation des bénévoles en Auvergne-Rhône-Alpes dans le champ du sport. Donc du coup, c'est aussi une autre façon de valoriser l'engagement. Il y a aussi les services de l'État qui opèrent dans ce sens-là. Après, je pense que la question, c'est aussi de comment est-ce qu'on les gouvernances se sont bâties. Aujourd'hui, on a aussi un décalage entre l'engagement qui peuvent être portés par des personnes qui ont du temps et puis les responsabilités qui peuvent être aussi prises par ailleurs, peut-être par d'autres profils un peu plus jeunes, etc. Et là-dessus, j'ai ma présidente actuellement qui veut remettre au centre aussi la jeunesse et de savoir comment la jeunesse peut opérer, s'engager et œuvrer sur mobilisation, engagement auprès de nos structures sportives. Et justement, cette jeunesse que chacun aujourd'hui trouve peut-être plus consumériste qu'avant, plus individualiste qu'avant, etc. Comment c'est quoi les leviers pour essayer de la mobiliser dans des associations, dans du bénévolat, dans des choses qui ne sont pas lucratives, qui demandent du temps? Ouais, qui demandent du temps. Alors c'est là pour avoir un peu regardé les tendances, on va dire, et des enquêtes. Les jeunes, ils sont engagés, en fait. Je pense que ce serait une erreur de dire qu'ils ne sont pas engagés, mais il faut qu'ils soient... en fait, il faut qu'il y ait une cause pour laquelle ils donnent du temps. C'est surtout ça. Donc, on va avoir effectivement aujourd'hui plutôt des statuts dans les associations sportives où on n'aura pas forcément des adhérents d'un club parce que peut-être qu'ils connaissent
mal ou peu le projet du club. Et donc, du coup, oui, là, on va avoir des consommateurs de pratiques sportives. Mais par ailleurs, va avoir des jeunes qui vont avoir l'intérêt du club parce qu'ils ont en tête qui ils sont en tant qu'adhérents au sein du club. Et derrière, le club qui va porter des axes forts comme l'inclusion, comme la performance, comme je sais pas moi, la formation autour de l'arbitrage, etc. Donc du moment où en fait il y a une cause, mais je pense que ça c'est très transversal, c'est pas forcément qu'avec les jeunes, du moment où on adhère à quelque chose qui répond à des valeurs personnelles, on peut avoir des publics qui s'engagent, hein, des jeunes, des moins jeunes, des actifs, des retraités. Et pour rester sur la thématique des jeunes, est-ce que tu perçois une évolution dans leur pratique sportive? Est-ce qu'il y a un changement de type de sport pratiqué? Est-ce qu'il y a une évolution ces dernières années? Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais par contre, on constate que les clubs proposent des nouvelles offres de pratique. En fait, jusqu'à présent, le mot sport, ça faisait un peu peur. On croyait que du moment où on allait passer la porte d'un club, alors on allait souffrir, on allait transpirer, on allait se faire mal, etc. Et aujourd'hui, je pense que le mouvement sportif a compris qu'il pouvait y avoir aussi une diversité de publics qui pouvaient être accueillis au sein d'un club. Et on va avoir des jeunes qui vont faire de la pratique sportive sans faire de la compétition. Donc du coup, oui, on a clairement des sections loisirs, des sections sport fitness au sein même de sport où avant, le handball, on arrivait, on faisait de l'entraînement et c'était du handball et on faisait pas d'autre chose. Ouais. Et maintenant, on va voir le fit handball. Enfin voilà, on a une diversité de nouvelles offres qui, en tout cas, peut répondre à un besoin assez divers et variés, dont les jeunes. Ok. Et pour en revenir à la question du bénévolat, il y a quelque chose qui me semble aussi important à signifier, c'est que le fait associatif, c'est aussi ce qui permet de faire du sport de manière accessible, peu chère, comparé à des clubs privés. Et ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance aussi à oublier. Ouais, alors c'est rigolo cette question, mais effectivement, je pense que comme on est beaucoup dans une société un peu de consommation, de zapping, enfin on le voit là, Netflix et tout ça, enfin je veux dire avant on devait attendre 10 heures pour regarder notre dessin animé. Voilà, maintenant on a des plateformes en accès libre et on a tendance à vouloir transposer ça un peu partout et dont le sport. Aujourd'hui le sport il permet un encadrement formé. Et ça, c'est hyper important. Donc, effectivement, quand on va prendre une licence dans un club, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va y faire. Donc, quel est le projet du club? Et derrière, quelles ressources économiques, quel modèle économique il y a derrière. Aujourd'hui, on va dans une salle, d'escalade dans le champ privé. Effectivement, on peut payer 15, 20, 25 euros pour faire 2 heures d'escalade, alors qu'en fait, si on adhère à un club, oui, on va peut-être payer 200, 250, 300 euros. Je n'ai pas les idées, les chiffres de l'escalade, mais en tout cas, on aura un encadrement formé, on aura un projet, on pourra s'entraîner à 2, 3, peut-être 4 fois par semaine. Et je pense que les clubs, ils auraient tout intérêt à montrer quel est en fait le coût de la pratique sportive à l'année et finalement quel est le coût qu'on demande à l'adhérent. Et je pense qu'en fait l'adhérent il a aucune idée de ce que c'est le coût de fonctionnement d'un équipement sportif, le coût d'un encadrant salarié ou même un bénévole formé. Enfin, je veux dire, tout ça, ça a des coûts et on a du mal à mettre en lumière ça. Et je pense que ce serait intéressant que les clubs disent « Non mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on peut vous apporter par rapport au secteur marchand. » Oui, complètement. Mais les clubs ont beaucoup de mal, j'ai l'impression, à faire ça. Les équipes dirigeantes, c'est pas du tout dans leur culture que d'aller exposer ces genres de choses. Oui, exactement. Mais parce que je pense qu'avant, ils avaient des adhérents. Donc en fait, l'adhérent, il ne se posait pas du tout la question. Il était là et il pouvait venir sur son temps de pratique sportive, mais pour d'autres choses aussi. Et là, comme on est en train un peu de changer, là on évoquait l'effet de consommation,
Mais je pense qu'il faut aussi prendre les mêmes codes du milieu marchand et de démontrer à quel point on est plus que concurrentiel par rapport au secteur marchand dans l'activité physique et sportive. Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant, tu as commencé un peu à l'évoquer, sur le lien entre le sport et la compétition. Tu me disais donc en préparant cette émission, beaucoup de monde n'osait pas s'inscrire, tu l'as dit tout à l'heure, s'inscrire dans les clubs par peur justement de cette compétition. C'est vrai que c'est un peu l'image qui colle au sport, celle d'un monde un peu machiste, où en gros l'idée c'est de se la mesurer à travers des performances, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et j'ai l'impression que cette vision, qui est plutôt fausse en réalité, éloigne beaucoup de personnes pour qui le moment qu'on vit aujourd'hui, donc le changement global, l'anthropocène, etc., ça nécessite surtout des valeurs de solidarité, de cohésion, de coopération, et pas franchement de compétition. Est-ce que ça, c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis ? Est-ce que les clubs de sport aussi pensent à cette vision de la compétition-là, peut-être en opposition à une certaine aspiration de la société, d'une partie de la société en tout cas ? Ça, à vrai dire, ça dépendra aussi de chaque club et de leur projet interne. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même mis en lumière parce qu'en fait, donc il y a le sport et puis il y a l'activité physique et sportive. Donc, on essaye déjà entre guillemets de parler le même langage pour pas effrayer. Et voilà, là par exemple l'année dernière, en 2024, le sport ça a été grande cause nationale, essayer de profiter aussi de la visibilité des Jeux olympiques et paralympiques pour en tout cas permettre au grand public de se dire que le sport en fait il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Et ça va passer aussi par des campagnes qui va être comment on lutte contre la sédentarité. On peut lutter contre la sédentarité en marchant, voilà, en faisant du vélo, et faire du vélo et marcher, c'est une activité physique et sportive, sans forcément être adhérent dans un club, etc. Ouais. Mais je pense que le sport fera toujours écho à la compétition. Je veux dire, c'est parce que c'est comme ça que le sport est aussi médiatisé. Dès qu'on voit du sport à la télé, c'est de la confrontation directe ou indirecte en vue de performer. Donc, ce qui est important, par contre, mouvement sportif dans lequel le cross, nous, on est complètement acteurs, et les pouvoirs publics d'une manière générale, c'est de donner d'autres messages autour du sport. Donc voilà, doucement mais sûrement, mais on va y arriver. Et juste pour continuer un petit peu sur cette idée, et tu viens de le dire, le but du sport, en tout cas en compétition, c'est de performer. Donc ça pose la question de la performance, et comme le rappelle un habitué de notre antenne, Olivier Hamant, qui est biologiste à l'INRAE, dans un monde qu'il considère aujourd'hui comme fluctuant, on a besoin, à l'image des processus naturels d'évolution, on a besoin de robustesse. C'est-à-dire qu'on a besoin d'adaptabilité à une multitude de situations imprévues, sans pour autant être hyper efficace dans chacune de ces situations. Lui, c'est comme ça qu'il analyse la situation et qu'il estime qu'il faudrait que le monde évolue dans cette direction pour s'adapter davantage à l'ensemble des possibilités que vont nous imposer le changement global actuel. Moi, ma question, du coup, c'est à l'inverse du sport, qui est donc une recherche d'efficacité absolue. Qu'est-ce que ça pourrait être un sport qui est robuste ou une pratique sportive qui est robuste ? C'est rigolo. Comment un sport qui s'adapte à son écosystème par rapport à des aléas divers et variés ? Exactement, ouais. C'est rigolo. C'est ma première colle de l'année. Je sais pas, je pense qu'en fait, il faut l'intégrer. Alors ça, c'est ma vision peut-être un peu naïve de ce que devrait être le sport ou la pratique sportive, mais aujourd'hui, on a une multitude de champs des possibles d'intégrer le sport ou l'activité physique dans notre quotidien. Donc ça peut paraître bête, mais aller chercher son pain, si on peut éviter de prendre la voiture parce que le pain il est à 800 mètres, c'est déjà un premier pas. Un sport, je veux dire souvent là, surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un terrain de jeu, je veux dire les lacs, les montagnes, on a énormément de champs des possibles avec ce qu'on appelle les pratiques de sport de nature. Je pense que voilà,
voilà, un sport robuste, ce serait peut-être aller peut-être chercher son pain à pied, puis continuer, aller voir le sentier, regarder ce qui nous entoure et revenir. Après, on a tellement de sports qui sont tellement différents que ce serait difficile de définir un comme ça. Peut-être qu'il faudrait l'inventer et créer la fédération de ce sport inventé. Du sport robuste. Du sport robuste, on va peut-être. réfléchir à ça. Et tu me disais, donc, tu en parlais là tout à l'heure, qu'il y avait une inflexion de politique de ce que l'on demande au sport et aux clubs sportifs. C'est quoi cette évolution de la demande politique envers les clubs ? En fait, c'est que je pense qu'il y a des engagements de nos pouvoirs publics qui font que le sport reste un outil formidable, je pense, pour pouvoir faire des choses incroyables sur les territoires. Donc aujourd'hui, un club, il faut qu'il puisse combiner avec son projet associatif. Il ne faut pas qu'il perde vraiment de loin ce qu'il est, en fait, de ce pourquoi il existe, tout en associant les besoins de son territoire et avec des financements des pouvoirs publics. Donc on va avoir des choses assez diverses et variées selon où on se retrouve et selon les politiques mises en place. Par contre, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on est capable que les pouvoirs publics peuvent débloquer des financements, donc de la ressource pour nos structures sportives, pour mettre soit en place un nouveau projet qui pourrait répondre à un axe de leur projet associatif, soit consolider des choses qui faisaient déjà par ailleurs et il n'y avait pas forcément de financement. Et aujourd'hui, avec tous les problèmes budgétaires et financiers, oui. de nombreux secteurs de la vie du pays ont beaucoup de difficultés justement par le manque de moyens de la finance publique. Est-ce que le sport est encore un peu financé ? Alors le sport, on ne sera jamais assez financé. Personne, jamais assez Personne. financé. On est un peu j'allais dire dans le flou en 2025, mais il n'y a pas que le sport qui est dans le flou, parce que comme il n'y a pas de budget, on attend de voir. Après, il y a quand même des moyens qui ont été mis en place, notamment sur la période pré-Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on espère qu'il va y avoir aussi quelque chose post-Jeux Olympiques et Paralympiques. D'autant plus que on a les prochains Jeux d'été d'hiver, les Alpes 2030, qui s'organisent de nouveau sur notre territoire. Donc l'héritage des Jeux de Paris, j'espère qu'il va quand même profiter pour nous au moins jusqu'à 2030. Après, non, on se rend bien compte qu'il y a des baisses de subventions de plus en plus, drastiquement. Je veux dire, après, il y a des choix qui sont faits, donc il n'y a pas de raison que le sport ne contribue pas aussi à cet effort national. Mais aujourd'hui, on a des clubs et des structures sportives qui ont un modèle économique qui est vraiment axé sur quels sont les fonds publics qu'on peut recevoir pour faire vivre notre activité. Donc ça, c'est aussi un des éléments qu'on est en réflexion avec les clubs, avec les comités et avec les ligues, de dire quel est en fait le futur modèle économique des associations. Donc là, ça c'est mon analyse, c'est si on a des pouvoirs publics qui attendent une mission bien précise de la part de nos clubs et de nos structures, il est difficile de ne pas non plus contribuer financièrement pour qu'ils puissent opérer pour ça. Après, au même titre qu'on évoquait tout à l'heure du sport robuste, peut-être qu'il va falloir réfléchir au modèle économique robuste. Et le changement, il est là, je veux dire, il est clair, il est affiché, et à un moment donné, il va falloir aussi être bien accompagné pour qu'en fait les clubs soient en bonne transition sur ces changements d'écosystème liés notamment aux subventions. Et c'est quoi les enjeux sociétaux sur lesquels les clubs sont attendus d'un point de vue plutôt national en ce moment ? Alors, on a beaucoup de choses sur la mixité et la parité. Donc, il y a une loi, par exemple, qui est tombée là récemment, où les gouvernances, d'abord de nos fédérations françaises,
doivent être paritaires. Donc, il doit y avoir autant d'hommes et de femmes qui soient engagés dans les gouvernances, donc dans les bureaux exécutifs et conseils d'administration. Et ça va retomber aussi en territoire. Donc, il y a à la fois un enjeu de parité sur qui dirige, et il y a aussi énormément de choses qui ont été faites pour pouvoir proposer des activités ou l'ouvrir au plus de personnes possibles, dont les femmes, parce qu'on se rend compte que les femmes sont des cibles éloignées de la pratique sportive. Donc ça, c'est un sujet. Et après, il y a aussi un autre sujet sur le handicap, et de se dire, comment est-ce qu'on met des dispositifs en place pour permettre aux personnes en situation de handicap de franchir pareil, la porte d'un club. Et quand je parle de parasport, je parle vraiment de tout type de handicap, les handicaps visibles, invisibles, parce que souvent on voit, c'est le cas par exemple sur les Jeux paralympiques, on parlait tout à l'heure de médiatisation, on voit les choses qui sont visibles. Donc on va voir une personne qui va être dans un fauteuil ou amputée, etc. Mais le handicap, c'est pas que ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse aussi donner les moyens aux clubs, donc à leurs dirigeants et à leurs éducateurs, de pouvoir aussi permettre cette inclusion. Et les enjeux environnementaux, est-ce qu'ils sont traités ? Alors ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a l'inclusion d'une manière globale, dont fait partie évitablement la transition écologique. Donc je ne sais pas. On verra sur le prochain mandat, parce que là, on a des mandats sportifs qui se sont terminés. Donc là, on va partir, entre guillemets, sur une nouvelle ère. Je pense à croire que le fil conducteur de cette nouvelle ère sera la transition écologique. Parce que de la même manière où il est important de muter dans cet écosystème, on va pas pouvoir faire le sport comme on le faisait jusqu'à présent. Je veux dire, la question de la mobilité, la question de comment on s'alimente sur une compétition, etc. C'est intéressant. Et ça va être surtout un sujet prédominant, là, je pense, pour les 4 prochaines années. Les Alpes 2030, ils ont dit que ce sera les Jeux 100% verts. Donc, oui, on attend de voir ça. Exactement. Non, mais après, il faut avoir ils seront verts des parce objectifs. Parce qu'il y aura de la pelouse et pas de neige. Mais non, Florian, non, il va y avoir de la vraie neige. Peut-être. Et j'ai perdu ma question. Non, on arrive quasiment à la fin de cet entretien. On parle de sport depuis tout à l'heure. Moi, je voulais juste que tu nous racontes un petit peu ton parcours de sportive. Ouais. Alors, moi, j'ai toujours aimé le sport. Hein. Je pense que, comme dirait ma maman, je voulais d'abord courir avant de marcher. Mais voilà, donc j'ai une appétence d'une manière globale sur tous les sports, sport individuel, sport d'équipe. Mais c'est malgré tout le sport d'opposition qui m'a animée. Donc j'ai été, depuis que j'ai 5 ans jusqu'à mes 13 ans, j'ai fait du judo. J'ai adoré ça. Et arrive le moment de début d'année sportive. On va chez le médecin, il faut refaire son certificat médical. Et mon médecin me dit... Mélissa, ça sera terminé le judo, parce que j'avais une scoliose. Alors ça, au début, en plus à 13 ans... Voilà, c'est triste, tout est un drame. Et en fait, par un concours de circonstances, il y a un club d'escrime à côté de chez mes parents qui allait se monter, et il y a un flyer qui s'est retrouvé dans la boîte aux lettres de mes parents. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et après, j'ai plus quitté l'escrime. Donc ça a été un coup de foudre, un vrai coup de foudre. Voilà, j'ai eu la chance, donc je suis épéiste pour ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas s'il y a des adeptes, mais voilà, une épéiste, et j'ai eu l'occasion de faire des compétitions nationales, internationales. Et on parlait d'engagement, et je suis aussi arbitre, voilà, de haut niveau, donc je suis encore dans cette voie, donc j'ai plus du tout le temps de m'entraîner, mais j'ai encore un petit pied dans l'escrime par le biais de l'arbitrage.
Eh bien, Mélissa Jarard, merci beaucoup. Merci Florian et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés. Et je rappelle que tu es donc directrice du CROSS, le comité régional olympique et sportif Auvergne-Rhône-Alpes. Et le premier numéro donc, de Changement, c'est fini. On se retrouve en février pour la suite de l'aventure. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio Anthropocène. Au revoir. Changement, une production Radio Anthropocène de Florian Fontpéry.